الدعوة والجهاد إلى خليفة المسلمين. Dans un enregistrement posté sur le compte Twitter de Boko Haram, Abubakar Shekau a annoncé que cette secte islamiste, sous ses ordres depuis 2010, se mettait sous la coupe du groupe Daesh d'Abou Bakr al-Baghdadi, aussi connu sous le nom d'État islamique. Ce message, dont l'authenticité n'est pas encore vérifiée, a été diffusé au moment où un triple attentat faisait 58 morts et 139 blessés à Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Ce ralliement de Boko Haram à l'État islamique intervient quelques jours après la sortie du président tchadien Idriss Déby Itno, qui a fait la promesse d'anéantir les islamistes de Boko Haram et de mettre à mort leur chef Abubakar Shekau s'ils ne se rendaient pas. Boko Haram fait face depuis plusieurs semaines aux ripostes des forces engagées dans la lutte. Plusieurs villes contrôlées par ces djihadistes ont été reprises par l'armée nigériane et des centaines de combattants de Boko Haram ont perdu la vie dans les affrontements. Ce mouvement islamiste s'allie donc à l'État islamique qui sévit en Irak et en Syrie afin d'augmenter sa force de frappe à 3 semaines des élections générales au Nigeria que Shekau a promis de tout faire pour perturber. Boko Haram a fait plus de 13 000 morts au nord-est du Nigeria depuis 2009, mais aussi depuis quelques mois dans les pays de la région du lac Tchad. Daesh sévit entre l'Irak et la Syrie où il a proclamé un califat islamique en juin 2014. Selon Aaron Zeline, un spécialiste du djihadisme sunnite, ce rapprochement entre deux des organisations terroristes les plus en vue aurait pour but de viser une cible encore plus grosse. Les représentants des deux parlements rivaux libyens ont pour la première fois samedi discuté face à face au 3e jour de leurs négociations à Rabat au Maroc, destinées à sortir leur pays du chaos. Les deux délégations tentent de se mettre d'accord sur la forme d'un gouvernement d'union nationale et les modalités d'une cessation des hostilités dans un pays en proie à la violence, dirigé par deux parlements et deux gouvernements rivaux depuis la prise de la capitale Tripoli en août dernier par la coalition des milices par Libya. Nous avons réussi à mettre les deux parties, même s'ils ne sont pas sous le même toit, d'accord sur plusieurs principes. Ils vont débattre dans les parlements de Tripoli et Tobrouk pour revenir, si Dieu le veut, signer cet accord qui va composer un nouveau gouvernement dans les jours qui suivent. Dans un communiqué, la mission d'appui de l'ONU en Libye a parlé de discussions positives et de progrès importants dans les négociations, saluant la détermination des deux camps à résoudre leurs divergences. Nous sommes en train de travailler sur les deux grandes questions, la question de la sécurité et la question du gouvernement qui actuellement sont dans notre agenda. On avance, mais c'est des questions difficiles. On n'aura pas aujourd'hui ou demain les résultats. Il faut être patient, mais je pense que nous avançons dans la bonne direction. Les discussions se sont achevées ce dimanche. Chacune des délégations devra rencontrer sa direction avant de retourner la semaine prochaine au Maroc pour la suite des négociations. Des pourparlers indirects avaient déjà eu lieu le 11 février dernier à Ghadames, dans le sud de la Libye, les premiers du genre depuis le lancement du dialogue national en fin septembre 2014. L'économie centrafricaine s'est redressée avec un produit intérieur brut de 1,6%. L'embellie va se poursuivre avec la reprise des activités dans les secteurs des mines, agricoles, forestiers et le retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire, a estimé le vice-gouverneur de la BEAC, s'exprimant lors de la première réunion ordinaire du Comité monétaire et financier national de l'année 2015. Le vice-gouverneur de la BEAC, qui avait à ses côtés le ministre centrafricain des Finances, Abdallah Kadre, a aussi noté avec satisfaction la maîtrise des finances publiques, caractérisée par le paiement de la majorité des factures de l'État. Il a expliqué que cette opération a été possible grâce à un financement propre ou avec le soutien des partenaires financiers du pays, plus particulièrement l'Agence française de développement. Selon le vice-gouverneur de la BEAC, par ailleurs président du comité de crise de la Banque centrale sur la Centrafrique, avec ce retour de la sécurité et les engagements des partenaires, l'économie centrafricaine se portera très bien au courant de cette année, ce qui n'est pas le cas depuis 3 ans. Beaucoup de Centrafricains se plaignent du fait que les décisions prises par des réunions de la BEAC ne sont pas mises en application par les établissements bancaires du pays. C'est le cas des décisions d'octroi de crédit aux particuliers qui, bien que garanties par la BEAC, ne sont pas respectées par les banques. Ceci pose le problème de suivi des résultats de cette réunion du Comité monétaire et financier national par les autorités.
L'Arabie saoudite et l'Allemagne se sont dit déterminés à développer leurs relations économiques lors d'une réunion samedi 7 mars à Riyad de leur commission mixte en présence de ministres saoudiens et allemands. Le ministre saoudien des Finances Ibrahim Ben Abdelaziz a déclaré lors de la réunion que le volume des échanges commerciaux et des investissements communs ne reflète pas les potentialités des économies des deux pays. Le ministre allemand de l'économie et de l'énergie, Sigmar Gabriel, qui a présidé la délégation allemande, a répondu dans les mêmes termes. Il a ajouté que son pays était prêt à accentuer sa participation à la diversification de l'économie saoudienne en contribuant à des projets d'infrastructure, de pétrochimie et de transport. Les deux pays ont 191 projets mixtes pour un investissement global de 17,2 milliards de dollars, a indiqué le ministre saoudien, invitant des entreprises allemandes à explorer les opportunités dans son pays. Sigmar Gabriel, chef de file des sociodémocrates allemands et vice-chancelier, est arrivé samedi en Arabie saoudite à la tête d'une importante délégation économique. Il doit se rendre ensuite aux Émirats arabes unis et au Qatar. À 28 ans, la Qatari Mariam El Soubaye a choisi de monter sa société. Au Qatar, un programme de nationalisation de l'emploi garantit un travail et des salaires plus élevés à tous les Qataris, hommes et femmes. Il leur simplifie aussi les démarches pour créer leur entreprise. J'étais directrice des programmes et de la création à Qatar TV. Avant ça, je travaillais dans le marketing et au ministère des Affaires étrangères. Puis j'ai lancé différentes initiatives pour les jeunes et je suis arrivée à un point dans ma vie où je voulais créer quelque chose qui m'appartienne. L'ancienne première dame, Sheikha Moza, a ouvert la voie aux femmes du Qatar. Depuis 1999, elles ont le droit de voter et d'occuper des postes élevés au sein du gouvernement. À l'université Carnegie Mellon de Doha, elles sont 4 fois plus nombreuses que les hommes qataris à suivre le cursus business. Au Qatar, nous les femmes, on est traitées comme des reines. On a tous nos droits, je n'ai pas besoin de me battre pour mes droits, quels qu'ils soient. J'ai tout ce que je veux. L'opportunité est là et c'est à moi de décider si je veux la saisir ou pas. Les aînés ont quand même bien ouvert la voie pour les plus jeunes, mais c'est aussi un pays neuf où les opportunités existent. Il est difficile aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, de créer une société en France parce que c'est très peu soutenu. Alors je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres pays, mais en tout cas au Qatar, non. Dans un contexte économique très favorable, les jeunes Qataris sont invités à participer à la construction et à la promotion de leur pays. À ce forum organisé pour les créateurs de start-up, toutes les sociétés présentes sont gérées par des jeunes femmes, certaines encore étudiantes. Nous avons beaucoup à donner à la communauté, à la société et même à notre pays. Mais il est difficile de nous accepter. La culture est toujours conservatrice dans un sens et les gens pensent que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses, qu'elles sont inférieures aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette génération leur prouve le contraire, grâce à des femmes meneuses de projets et qui occupent des positions supérieures. Le Code du travail qatari applique l'égalité salariale entre hommes et femmes, mais certains secteurs sont exclusivement réservés aux hommes, comme l'agriculture et la pêche. Malgré les avantages dont elles bénéficient, les femmes qataries continuent de faire face aux contraintes d'une société patriarcale et à des discriminations culturelles. En 2012, seulement 35% des femmes qataries en âge de travailler étaient actives, un pourcentage. Le FESPACO, grand festival du cinéma africain, s'est achevé ce samedi à Ouagadougou avec le sacre du film Fièvre du réalisateur marocain Hicham Ayouch. Le film vedette, quant à lui, Timbuktu, devrait se contenter de prix mineur. Le cinéaste a reçu les talons d'or de Yenenga qui couronne le meilleur long métrage des mains du président burkinabé Michel Kafando sous les applaudissements de quelques 4000 personnes venues assister à cette cérémonie de clôture. Le FESPACO est la traduction de la volonté africaine de s'exprimer, d'exprimer la culture africaine en toute liberté, en toute démocratie. Donc dans ces conditions, nous ne pouvions pas mettre de côté un film qui soi-disant était plus ou moins menacé par le terrorisme. Non, nous sommes devenus la capitale de la liberté et croyez-moi, le FESPACO vraiment n'aura jamais rien à craindre s'agissant de traduire en toute liberté la culture africaine. Ému, le lauréat s'est exprimé tout en affirmant que c'est le début d'un processus qui devrait le pousser vers l'excellence. Je suis africain et fier de l'être, car ma culture est belle,
puissante, poétique, et nous devons tout faire pour changer les mentalités grâce à l'art, grâce à l'imaginaire et grâce à l'éducation. Le film vedette du festival Timbuktu s'est contenté des prix des meilleurs décors et de la meilleure musique, après avoir été auréolé fin février en France de 7 Césars, dont celui du meilleur film. Fondé en 1969, le FESPACO se tient tous les 2 ans au Burkina Faso, pays pauvre dont il constitue la carte de visite à l'international. Dans un discours prononcé sous un soleil éclatant devant le pont Edmond Pettus, sur lequel, il y a un demi-siècle, quelques centaines de manifestants pacifiques furent violemment pris d'assaut par la police, le premier président noir de l'histoire des États-Unis a appelé à la lucidité et à la vigilance, évoquant en particulier des reculs sur le droit de vote. Ce qu'ils ont fait ici retentira à travers les siècles, pas simplement parce que les changements qu'ils ont obtenus étaient courus d'avance, ni parce que leur victoire fut totale, mais parce qu'ils ont prouvé que le changement par la non-violence était possible, que l'amour et l'espoir pouvaient conquérir la haine. Nous savons que cette marche n'est pas encore terminée, a lancé Obama, qui a ensuite mené son prédécesseur George Walker Bush à ses côtés, un cortège à pied sur le pont Edmond Pettus au-dessus du fleuve Alabama. Nous savons que la marche n'est pas encore terminée, la course n'est pas gagnée, et qu'atteindre cet état où chacun est jugé sur sa personnalité requiert d'admettre que cela est la réalité des choses. 2 semaines après la marche du 7 mars 1965, plusieurs milliers de personnes amenées par le pasteur Martin Luther King quittaient le de nouveau Selma pour rejoindre la capitale de l'Alabama, Montgomery, à près de 90 km de là où elles arrivèrent en un large cortège après plusieurs journées d'une marche entrée dans l'histoire. Désigné en décembre 2012 pour abriter la première édition des Jeux européens, prévue du 12 au 28 juin prochain, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, n'a eu que très peu de temps pour se préparer, rappelle Simon Clegg, le directeur général du comité d'organisation. Le stade national, une enceinte de 66 000 places, réplique dans son design extérieur de l'Allianz Arena de Munich, est presque terminé et une masse d'ouvriers est au four et au moulin pour terminer les espaces verts et le terminus des bus qui reste à goudronner. Le stade, où il reste à poser une pelouse neuve, abritera les cérémonies d'ouverture et de clôture et les 2 jours d'épreuves d'athlétisme. Sur les 18 sites qui accueilleront 20 sports, dont 4 non olympiques et 6 000 athlètes, 5 ont été construits pour l'occasion, dont le stade et le centre aquatique, avec la première piscine olympique du pays. Ces infrastructures visent à couronner de succès cette première édition des Jeux européens, désormais organisée tous les 4 ans. Certaines disciplines, comme le tir à l'arc, la boxe et le tennis de table, offriront des billets pour les JO de 2016 à Rio. Si les organisateurs confirment un budget d'organisation de quelques 975 millions d'euros, alors que les JO de Londres ont coûté 11 milliards d'euros, en revanche, ils ne donnent aucun chiffre sur le coût des installations. Beaucoup d'installations étaient déjà programmées et par ailleurs, faut-il inclure par exemple le nouveau terminal de l'aéroport, explique l'ancien directeur du comité olympique britannique et l'un des artisans des JO de Londres de 2012. Dépendant largement de ses exportations d'hydrocarbures, le pays a subi de plein fouet la baisse du pétrole et a dû, fin février, dévaluer de 34% sa monnaie, le mana, par rapport au dollar.